Et Louis Meintjes, 21e. Louis Meintjes, 21e. 21e Louis Meintjes. Et pourquoi pas le top 20? Pourquoi pas le top 20? Je m'ambiance comme je peux sur ce Tour de France. Comment ça va les copains? Peut-être top 20 pour Louis Meintjes. C'est ça le débat aujourd'hui dans Roue Libre, les amis. Comment ça va les rouleurs? Comment ça va Polo et Robin? Paul, ça va? On dirait un rappeur là, frère. J'ai senti que t'allais continuer, que t'allais poser un truc là derrière mon petit chant. Ouais, mais le chant que tu as lancé, ça allait pas avec les 16 que j'avais écrits juste avant l'émission, donc j'ai préféré passer mon tour et je garde mes punchlines pour le studio. Là, j'y vais juste après. Ok, tant mieux. Tant que tu dis pas des mauvaises choses sur Lumentiès, moi ça me va. Comment ça va, Robin? Ça va parfaitement. Je vous ai attendu calmement, j'ai regardé l'étape, voilà. Je suis chaud bouillant. Ouais, ben, j'espère bien, parce que comme je l'ai dit, il y a un gros débat qui arrive sur Lumentiès. Donc j'espère que vous avez préparé vos arguments, parce que ça va être chaud patate. Comment ça va dans le chat? Je vois que vous êtes déjà nombreux. Vous êtes presque 300 déjà. Je vois que vous êtes très chaud sur ce Nicole Brelli notamment. Apparemment, oui, effectivement, ce Nicole Brelli désormais est aussi un bon grimpeur. Donc on va en parler de ça aussi, les copains. Bah oui, Eh ben oui, et pourquoi pas? pourquoi pas après Ben tout, oui. hein. Nous, on découvre tout le monde. Il y a des coureurs qu'on ne connaissait pas totalement. Donc voilà, c'est bien. On va en Il y a, il y parler. a- On va. il y a des sprinteurs qui font troisième de l'étape de montagne, et il y en a d'autres hors délai, ou d'autres qui pleurent en arrivant au sommet à Tignes. Donc, Voilà, il se passe plein de trucs sur ce Tour de France, c'est incroyable, et c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Salut les filles aussi, et les rouleuses exactement, Zome, tu as raison, salut à toutes les filles qui sont présentes c'est vrai avec nous. on oublie souvent et on Ouais. fait souvent l'erreur. On m'a envoyé un message sur nos réseaux sociaux Roue Libre pour nous dire qu'il n'y avait pas que des hommes qui nous regardaient, qu'il faut qu'on arrête de dire les gars, qu'on arrête de dire les Après, j'ai mecs, dit les etc. rouleurs, là, j'ai pas dit les gars. Ouais, non, c'est vrai. Les Mais il rouleurs, faut ça que englobe. notre petite émission fait de plus en plus de vues. Il faut aussi se dire qu'il y a pas mal de filles qui nous regardent Exactement. et qu'on salue. Tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, vous le voyez dans la gouttière, la rivière. J'ai vu qu'hier, vous aviez eu pas mal de débats sinueux et houleux sur la question. Mais vous le voyez, donc débrief Plutôt, sur ouais. la victoire de Ben O'Connor qui a gagné à Tignes, et Pogacar notamment qui a accru son avance. On va avoir un débat sur David Gaudu, parce que malheureusement, il a un peu craqué aujourd'hui. Il se retrouve à 7 minutes. Il commence à avoir un peu de retard pour un potentiel podium, top 5. À voir, on va en parler. Preview sur la 10e étape, parce que demain, c'est dodo, hein, c'est repos. Et après-demain, on arrive donc à Valence, et on va voir Ah, si nous, on ça va dormir, tourne. mais les coureurs, je sais pas. Ouais, en général, ils aiment bien aller rouler un petit peu, mais on va voir après les journées difficiles ce qu'ils vont choisir, et ça dépend aussi souvent de leur objectif. On va en parler ça tout à l'heure. Et ensuite, on ira sur la rétro, Robin. 96 aujourd'hui. Ouais, mon année de naissance, voilà. On va parler de moi, de Ah, ma vie. Non, De ton euh, œuvre. non, on va parler de Miguel Indurain qui perd le Tour de France 96 et qui a sa terrible défaillance sur une étape qui avait au programme le Cormet de Roseland comme l'étape du jour. Paul, tu as relancé un débat meilleur fromage. Ouais, il y a des mecs dans le chat qui en ont parlé voilà, bah, je me suis en attendant, après cette petite Pourquoi pas? intro, relancer le débat fromage, mais on devrait se faire Par contre, il veut toujours pas écrire Reblochon correctement. Ouais, bah tant pis, écoute. Tant pis. J'avais pas le temps, fallait que j'aille vite. Non, mais en vrai, on Paul, devrait il se sait faire les manger, pas les écrire. on devrait se faire un petit concours, une Une petite tier list. une petite tier list des fromages, si ça tient à cœur le chat. Eh ben, Donc voilà, je vous laissais un peu discuter, et j'avais prévu mon petit sondage pour relancer le débat. eh ben, je vois ça. Et ensuite, du coup, on ira sur la chat room et le quiz, bien évidemment, comme d'habitude. Débat, donc débrief du coup sur cette étape Vertignes, et avec cette image. Donc voilà, la victoire, les gars, de Ben O'Connor. Sacrée victoire, parce que il a même tenu le groupe des favoris, on l'appellera comme ça, ou le groupe de Pogacar et des autres, avec 7 minutes d'avance jusque quasiment la fin. Donc, sacrée victoire à la cuisse pour Ben O'Connor.
Ouais, franchement, je pense qu'on pouvait un peu s'y attendre. Alors, évidemment, il fait un énorme numéro, mais je sais pas ce que tu en penses, Polo. Il n'était pas à sa place, en fait, avant cette étape. Il avait perdu du temps sur chute. Mais Mhm. Ben O'Connor, ça fait, disons, 1 an et demi que on l'a bien découvert. Alors, on pouvait le connaître avant, mais ça fait vraiment 1 an, je dirais, depuis le Giro l'année dernière, qu'on a un peu, qu'on peut estimer son potentiel haut, disons. Et voilà, c'est un mec qu'on présentait comme assurément presque dans le top 10 du tour avant le départ et en se disant bah, pourquoi pas aller chercher un petit peu mieux. Donc finalement, il a fait une énorme remontée, c'est magnifique. Mais quand on l'a vu dans l'échappée, on savait tout de suite que ce serait un très gros client. Moi, je pensais aussi que Quintana pouvait faire quelque chose. Il a sûrement payé un peu les efforts d'hier quand même parce qu'il était déjà échappé, rappelons-le. Et bon, Ben O'Connor, je crois qu'il a fait des efforts aussi ces derniers jours, mais voilà, il était tout simplement trop fort. Comme tu as dit, Joseph, il fait quasiment jeu égal avec les cadors sur la montée finale. Ouais, c'est ça, comme a dit Robin, il a eu, à l'image de toute l'équipe AG2R Citroën Team, un début de tour vraiment compliqué. Et sa place n'était pas du tout celle qu'il méritait. Mais d'un autre côté, ça lui a aussi permis d'avoir les mains libres et les coups de pédale libres, si je puis dire, pour se glisser dans ce genre d'échappée. Il avait déjà essayé hier, c'était parti sans lui. Aujourd'hui, c'est passé et à la pédale, pour le coup, Robin et moi, dans le jeu de prono Winamax, on l'avait mis dans notre petite fantaisie aujourd'hui parce qu'on sentait bien Ben O'Connor aller chercher un gros résultat aujourd'hui. Alors après, Moi, honnêtement, je le voyais pas aller devant. Je le voyais pas aller spécialement dans l'échappée, mais je le voyais finir en fait avec les favoris. Et hier, c'est ce qu'il a fait. Hier, il termine dans le groupe des meilleurs. Et je pensais qu'il allait, enfin, des meilleurs, évidemment, Pogacar retiré de ce groupe, mais il termine du coup avec les Ineos, avec Vingegaard, Gaudu, etc. Je pensais qu'il allait refaire pareil. Il fait encore mieux. bah ouais, mais moi, en vrai, je l'imaginais quand même attaquer parce que en soi, il avait du temps à reprendre et hier, on l'a vu avec les favoris, il était là, il s'accrochait. Mais à quoi ça sert de s'accrocher si t'es loin en général? Il fallait qu'il tente ce coup-là. Il avait encore la latitude pour le faire, donc c'est très bien sorti de sa part. Après, je pense que c'était plus ou moins planifié. Alors, il faut avoir de la chance. Il faut une part de chance, en tout cas, pour qu'une échappée ait autant de marge que celle d'aujourd'hui. Mais je pense que si ça a accroché hier, c'est en se disant justement, à un moment, je vais pouvoir faire une échappée qui va aller loin et ça peut me replacer très bien en général. Et finalement, tu te dis qu'il a fait la meilleure opération de tous les favoris sur Hmm. ces 10 premiers jours, hors Pogacar, puisque s'il avait été, disons, avec tout le monde, dans les temps de Carapaz, Vingegaard, ce qui aurait été possible, honnêtement, bah, on ne l'aurait jamais laissé faire ça et il serait au mieux dans les mêmes temps que ces mecs-là, c'est-à-dire à 5 minutes et quelques. Même s'il avait été deuxième, il aurait été deuxième à 5 minutes de Pogacar. Là, il est deuxième à 2 minutes de Pogacar, donc je ne pense pas qu'il va aller le chercher. Par contre, ça veut aussi dire qu'il a 3 minutes d'avance sur tous les autres. Et là, ça veut dire bah, clairement qu'il peut, je pense, garder un podium. Et en Ouais, tout tu le cas, qu'un penses, top ouais, 5 devient super réaliste. Quoi. un podium, c'est envisageable. Qui, en gros, derrière, semble véritablement en capacité d'aller le chercher? Ou est-ce que lui, Bah, hier, intrinsèquement, personne il ne est le prend Hier, dedans. personne, ouais, c'est ce que j'allais À dire. part Pogacar qui est devant, mais ouais, les mecs C'est de ça. derrière, ils le reprendraient. Hein. Hier, personne. Quand tu vois le comportement des adversaires de Pogacar aujourd'hui, j'ai pas l'impression que Ben O'Connor ait quelque chose à leur envier en ce qui concerne la montagne. Après, c'est une nouvelle situation pour lui. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va gérer cette pression? Il n'est plus du tout dans la situation dans laquelle il était hier ou avant-hier. Là, maintenant, il va être attendu avec un classement général à défendre. Est-ce qu'il en est capable? Ce sera une autre question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous a régalé. Et là, au niveau du classement général, comme tu l'as dit, Robin, il s'est replacé. Il a gommé ce départ de Tour de France un peu Même raté. plus que ça, tu vois, il fait une super affaire, vraiment. Ah oui, il fait une super affaire. Et aussi, pourquoi il fait cette super affaire? Parce que il a les jambes pour maintenir un écart Ça, important avec oui. le peloton, et ce qui prouve il sera quand même difficile à manœuvrer dès que la montagne va s'élever. Mais ça, on s'y attendait un peu. Il faisait partie, comme tu as dit, Robin, des petits garçons qu'on avait mis dans notre potentiel top 10. Il a résisté notamment à Nairo Quintana et à Higuita une bonne partie de l'étape. On imaginait longtemps que dans la montée Vertigne, au début de la montée Vertigne, il y a un duo Quintana-Higuita qui se forme, qui a l'air en plus de se filer à bouffer, histoire d'aller tous les deux là-haut. Vraiment, enfin bon, c'est Pas plus assez, Higuita qui visiblement. s'est fait raqueter. C'est plus Higuita qui s'est fait raqueter son goûter par Quintana et Ouais. Higuita qui a explosé 2 kilomètres après parce que tu l'as vu qu'il était en pleine défaillance. Ouais, et Mais Quintana Quintana
aussi. Et Quintana, finalement, un peu plus loin, lui aussi, il a complètement explosé. Mais en tout cas, Quintana, lui, qui prend du coup, le maillot à poids avec 50 points devant Michael Woods avec 42 points et Woodpool 39 points. Mais je crois que Woodpool ça a terminé très loin. Je me demande même s'il n'a pas terminé s'il termine à 17 Mais minutes. Poole allait prendre des points sur la première montée du jour où il a devancé Quintana et après il a disparu. Ouais. Il a complètement disparu. Et du coup, Quintana qui prend quand même le maillot à poids. Bon, c'est un peu décevant pour lui de ne pas avoir pris l'étape, Paul, mais un maillot à poids qui peut être un bel objectif pour lui d'ici à la fin du Tour de France. Ouais, parce que Quintana, c'est un beau maillot à poids. C'est un maillot à poids qui a de la gueule. Je me souviens de 2019, si je dis pas de bêtises, non, ou 2018, où Romain Bardet lui chope le maillot à poids pour pas grand-chose. Peut-être que je 2019, confonds. ouais. 2019. Je confonds peut-être, mais je trouve que le Quintana avec leur maillot à poids, ça a de la gueule. Bah, c'est un Mais par grimpeur, contre, quoi. voilà. Par contre, ce que je trouve cool, c'est qu'il va y avoir une vraie bataille pour ce maillot à poids, avec un Woodpulse qui en fait clairement un objectif, même s'il court un peu n'importe comment depuis 2 jours, avec un Michael Woods qui a aussi le maillot à poids, dans les jambes. Ouais, merci beaucoup Pastero, qui me rappelle que 2019, Bardet lui prend pour 1 point. De manière un peu épicière, hein, Romain Bardet. Mais bon, l'histoire ne s'en Sur souviendra pas. une ou deux étapes, je crois. L'histoire ne s'en souviendra pas. Et voilà, ce que je trouve cool, c'est qu'il va y avoir une vraie bataille pour ce maillot à poids, de vraies batailles entre de beaux grimpeurs. Guillaume Martin n'a pas encore oublié cet objectif. Pareil pour un Ben O'Connor qui est pas loin aussi finalement, même s'il aura d'autres C'était objectifs. aujourd'hui, rappelons-le, Paul, quand même, le premier col hors catégorie de Ouais. ce tour. Donc il y a encore largement le temps de revenir dans cette bagarre, en vérité. Non, c'est clair, quand on voit ce qui nous attend avec le Ventoux et surtout les Pyrénées, ça risque encore de bouger, mais en tout cas, on a vu que des coureurs très sérieux ont fait de ce maillot à poids un objectif, et ça, c'est très cool pour la suite. Il faut essayer de trouver. Hein. Quintana l'a déjà eu, il y a Stradri dans le chat qui dit qu'il a déjà gagné le maillot à poids, et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est en 2013, sur le premier tour. J'ai complètement Sur oublié. le premier tour où Quintana fait en fait deuxième, et il prend en même temps le maillot blanc et le maillot à poids en allant gagner au Semnoz la veille de l'arrivée. J'avais complètement zappé. Merci à Stradri. Et ouais, je disais, ça va être sympa à suivre cette petite bagarre pour le maillot à poids. De manière globale, il va falloir trouver des choses à raconter, des choses à suivre pour les prochains jours et prochaines semaines de ce Tour de France. Hein. Oui, et ça, à la limite, c'est pas non plus un sujet on en aurait quand même parlé parce que c'est quand même très sympa de suivre la course au maillot à poids quand effectivement ce sont de vrais grimpeurs comme Quintana. C'est assez intéressant. Dans cette étape, on a eu Pogacar du coup qui a accru son avance. Donc on le voit ici, il a terminé notamment avec Franck Bonamour à 6 minutes en terminant donc une trentaine de secondes devant le groupe Carapaz, Vingegaard, Mas, Uran et Uran, c'est tout du coup. Et pas loin Quintana, du coup, qui termine quand même 11e de l'étape, donc il n'a pas totalement explosé. Je pensais qu'il avait complètement explosé, mais il n'a pas totalement explosé. Et on voit que notamment. Il a quand même bouffé 6 minutes 30 sur O'Connor. Hein. Oui, non, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Au final, c'est pas si mal. Ouais, sur O'Connor, c'est vrai qu'il a explosé. C'est vrai. Mais Guita, je pense qu'il termine encore plus loin, je suis sûr. Et donc, Wilco Kelderman, quand même, qui a perdu aussi un peu de temps. Et malheureusement, David Gaudu, qui, là, on peut commencer à parler de prendre un tir aujourd'hui, malheureusement. Mais Robin, tu as des Pogacar qui accroît son avance et on l'a senti facile encore aujourd'hui. Ouais, son attaque, il est vraiment tranquille, quoi. Il en met une première, il regarde un peu comment ça bouge derrière, il voit qu'il a fait un petit trou de genre de 2 mètres, mais que derrière, ils ont un peu de mal à le boucher. Il se dit, bon, bah vas-y, on y va pour de vrai alors. Et là, il en remet une et il part. T'as l'impression vraiment qu'il n'est pas dans la même catégorie que ces gars-là et il est clairement intouchable. Il sera, je pense, intouchable jusqu'à la fin. Et j'ai envie de te dire que même s'il a un problème un jour, même s'il a une défaillance, il va arriver dans les Pyrénées, il aura peut-être 8 minutes d'avance, donc il sera peinard. Hein. Il pourra se permettre d'avoir même 2 jours sans s'il veut. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour Pogacar. Et voilà, on peut regretter simplement qu'il n'y ait pas de coureur à son niveau. On attendait Carapaz plus fort. J'attendais moi personnellement Carapaz un cran au-dessus de Vingegaard, Mas, Uran. Moi aussi, hein. À la limite, peut-être pas au niveau de Pogacar, mais dans un entre-deux, alors que là, pour l'instant, on voit aujourd'hui, il finit avec ces mecs-là. On voit que là où aurait dû être Primoz Roglic ou Geraint Thomas, par exemple, personne n'est présent. Quoi.
Voilà, et clairement, Primoz Roglic, le fait qu'il ait abandonné, ça joue aussi dans le fait de n'avoir personne entre Pogacar et les autres, parce que je pense qu'un Primoz Roglic à 100%, peut-être qu'il serait battu par Pogacar, mais il serait pas aussi loin que tous les autres. Donc, ça nous aurait mis un brin de suspense. Mais là, clairement, quand ça monte, Pogacar, il est intouchable de chez intouchable. Ouais, bah ouais, clairement, je vois pas d'autres conclusions possibles à faire. Là, comme je le disais il y a 2 minutes, l'intérêt, ça va être de trouver, enfin le jeu, Après, ça va c'est de être trouver trouver des justement de intérêts. l'intérêt, des intérêts un peu par-ci par-là. On va parler de David Gaudu, qui était pour moi bah, l'intérêt principal maintenant pour nous au classement général, enfin en tant que Français. Après, je t'avoue que de voir la lutte pour le podium entre Uran, Vingegaard, Carapaz et Enric Mas et Kelderman, ça m'excite pas trop, mais c'est pas de leur faute à eux. C'est de la faute au plateau de ce Tour de France, c'est de la faute aux éliminations par les chutes, par les abandons. Donc voilà, le jeu c'est ça. Il va falloir, Ouais, enfin, il est-ce va que ça falloir aurait été faire plus avec. excitant de voir Roglic et Thomas se battre pour la deuxième place? Je suis pas sûr. Ouais, mais J'ai l'impression quand même que est-ce qu'un Roglic à 100% aurait pas été du niveau de Pogacar, Oui, quel ça que oui. soit le niveau, ça aurait été Il aurait intéressant. été au-dessus de tous les gars dont on est en train de parler, c'est sûr. Après, est-ce qu'il aurait été au niveau de Pogacar, Oui. c'est de la science-fiction. Mais après, ce qui est triste, c'est d'avoir perdu certains favoris sur chute. Mais à part ça, il y a rien trop à dire. Alors, on peut regretter peut-être qu'il n'y ait pas tel ou tel coureur au départ du tour, parce que ça nous aurait ajouté du suspense. Évidemment, si tu avais peut-être un Egan Bernal, le Bernal du Giro, peut-être que s'il y avait eu un Evenepoel, même si Evenepoel, on l'a vu craquer sur le Giro au bout de 10 jours, ça se trouve, il nous aurait sorti 10 premiers jours incroyables et aujourd'hui, il serait encore dans le match. Donc C'est vrai. voilà, peut-être que la Oui. présence de certains autres coureurs nous aurait créé un suspense, peut-être un suspense seulement temporaire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, Pogacar, il est trop au-dessus parce qu'il est trop fort et parce que la course a éliminé certains de ses concurrents. Mais on peut pas en vouloir à Vingegaard, Uran, Mas, Carapaz un tout petit peu peut-être, mais les autres, on peut pas leur en vouloir d'être à 5 minutes de Pogacar. Clairement. Et dans cette étape-là, ce qui s'est passé aussi d'intéressant, et un des intérêts, c'était les délais. Et malheureusement, ils ont été fatals à Arnaud Démare qui a terminé hors délai. Il y a 7 coureurs en tour qui ont terminé hors délai. Alors, j'ai pas la liste, j'ai des noms en Moi, tête. je l'ai, je l'ai. Moi, je Démare, l'ai. Voilà. Guarnieri et qui d'autre? Allez-y, les De gars. la place Cocard, De Bond, Arnaud Démare, Loïc Vigen et Jacopo Guarnieri. Donc voilà, donc malheureusement, le nom qu'on retient particulièrement, c'est celui d'Arnaud Démare. En revanche, on a vu une belle image, celle de Cavendish, qui lui a été amené à bon port par son équipe. Donc voilà, bon, d'un côté, Cavendish qui passe, ça casse Nasser aussi qui passe pour un Démare. Boigny. Hein. Ouais. Et Nasser, effectivement, qui parle, qui passe, tu as tout à fait raison. Philipsen aussi Ouais. est passé. Nasser Boigny qui cite cette journée comme l'une de ses pires journées de sa carrière sur un vélo. Donc je pense que quand on voit la réaction de Nasser Boigny, quand on voit l'état dans lequel est Mark Cavendish en passant la ligne d'arrivée, bah déjà ça contraste avec beaucoup d'autres choses qu'on voit depuis le début de ce tour. Et il y avait un tweet que j'ai trouvé assez mignon, que j'ai lu tout à l'heure. C'était un mec qui se posait la question de savoir si on avait déjà vu autant de pleurs sur un Tour de France, que ce soit de joie ou de tristesse ou de fatigue. J'ai l'impression que ce Tour de France est très, très, très émotif. Et ça, pour le coup, c'est des belles images, que ce soit Cavendish, Julien Alaphilippe. Mohoric. On a vu Mohoric qui a versé quelques larmes aussi hier. C'est de très belles images, pour le coup, qui rendent le Tour un peu humain, contrairement à peut-être d'autres images qu'on peut également voir sur ce Tour de France. C'est vrai, tu as raison de le noter. Mais par contre, du coup, malheureusement, on va en parler juste après en faisant la preview de la 10e étape de ce plateau des sprinters qui régresse, mais il y a quand même encore quelques noms et on verra Bah, tant mieux lesquels pour les seront sprinters qui sont encore là. Hein. C'est exactement. tout à leur honneur aussi. Quand tu vois un Démare qui sort aujourd'hui, alors je ne sais pas dans quelle forme il était, dans quelles conditions physiques il était. Certainement que on l'a vu pas au top dans les sprints. Et aujourd'hui, tu le vois hors délai. Ça veut sûrement dire que bon, il n'avait pas la meilleure jambe de sa carrière. Mais en tout cas, il y a des mecs qui ont fait l'effort d'être dans les délais. C'est à noter parce que je pense qu'un Cavendish, il en a chié. Boigny, comme a dit Polo à l'arrivée, il a parlé de cette étape et il en a dit des trucs très intéressants. Et on sait aussi, enfin, on voit que
ça n'a pas été une partie de plaisir pour rentrer dans les délais. Donc voilà, moi je tire plus mon chapeau aux mecs qui rentrent dans les délais plutôt que de dire que malheureusement le plateau de sprinter est affaibli. Surtout qu'honnêtement, tu perds Arnaud Démarre sur ce début de Tour de France, il n'était pas dans la bataille pour gagner les étapes, donc ça ne va pas changer grand-chose. Ouais, c'est vrai. Clair. On peut noter aussi l'abandon de Tim Merlier aussi dans l'étape, avec du coup une hiérarchie chez les sprinters chez Alpecin qui va être plus simple à lire, même ça si fait de la place pour Nasser, tout ça. Ouais, ça fait de la place pour Nasser. Et chez Alpecin, il reste plus grand monde quand même, mine de rien. Ouais. Mais il y a Ali qui s'est sub, les gars. Ouais, Ali Hoops, qu'on salue, un habitué de la First Team, toujours présent. Donc, du coup, pour faire un petit point sur les abandons qu'il y a eu aujourd'hui, donc Roglic n'a pas démarré l'étape. Donc déjà, ça, c'est la c'est vrai, on avait oublié. qui est quand même très importante. Ensuite, Van Der Poel n'a lui non plus a lui abandonné, tout simplement. Il se prépare en gros pour les JO. Et c'est les 2 abandons qui sont importants. Autre, il y a Jasper De Beus qui a abandonné. Effectivement, après, il y a les coureurs qui étaient hors délai. Un mot de l'abandon de Peters a abandonné. Ouais, Nance Peters en plus. Je m'y attendais pas, je savais pas qu'il avait chuté ou quelque chose comme ça. En tout cas, il se sentait pas bien. Mais oui, pour revenir sur l'abandon de Van Der Poel avant de passer au débat, les gars, parce que c'est important. Voilà, on s'y attendait. Il vient, il a régalé, il a pris le maillot jaune, il s'est arraché. Tu parlais d'émotion, Paul, tout à l'heure. Lui, il nous en a donné et il part et on peut presque pas lui en vouloir, quoi. Ouais, alors il y aura toujours cet éternel débat chez les gens un peu plus extérieurs au Tour de France, qui suit un peu le Tour de France d'un œil et qui que j'appellerais pas cyclix, parce que c'est pas ça, c'est juste que tu es moins fan et que tu t'y intéresses moins pendant l'année. Il y aura toujours ce débat de savoir si c'est bien moralement de quitter un tour pendant le Tour de France. Est-ce que c'est vraiment respecter la course, etc. Moi, je ne tomberai pas dans ce débat. Mathieu Van Der Poel a fait plus qu'honorer le Tour de France depuis le départ en Bretagne. Il l'avait dit bien avant. La faute, s'il quitte le Tour, c'est pas de la sienne et c'est pas un méchant garçon. C'est aussi dû à un calendrier indécent cette saison, avec une compétition de VTT qui se retrouve à peine une semaine après l'arrivée à Paris. Donc voilà, tombons pas dans ce débat. Merci à Mathieu Van Der Poel de nous avoir régalé sur cette première semaine de Tour de France, et puis l'année prochaine. Robin, exactement. Comme a dit Polo, Van Der Poel a respecté le Tour comme il fallait cette semaine. Et puis surtout, il avait prévenu avant. On le savait, il n'y avait pas de surprise. Si on nous avait dit avant, est-ce que tu préfères que Van Der Poel il vienne sur le Tour et qu'il abandonne au bout de 10 jours ou qu'il ne vienne pas? Qu'est-ce qu'on aurait choisi? On avait tous envie de voir Van Der Poel sur le Tour, même si c'était que 10 jours. Donc voilà, il a honoré le Tour, comme a dit Polo, et tant mieux. Ouais, c'est un peu comme Federer à Roland-Garros. C'est des institutions, ces compétitions-là, mais c'est vrai que quand les calendriers sont chargés et que physiquement, c'est pas possible et qu'on va plus se faire mal qu'autre chose, autant rester dans ces objectifs. Et puis c'est différent un tournoi de tennis et une course de vélo, parce que Pourquoi? quand tu es dans un tournoi de tennis, quand tu fais forfait au tennis, déjà ton adversaire du coup passe sans jouer le match. Alors que là, Van Der Poel, il donne de victoire à personne. Et tu, entre guillemets, tu peux peut-être un peu fausser. Il en a pris à d'autres avant. Bah oui, mais il les a pas volés, celle-là. Oui, il les a pas volés, mais si tu veux, il a empêché. Il fausse rien du tout. Non, mais il n'a pas faussé le tour. Je pense que c'est comparable, mais parce que tu donnes autant à la compétition voulue. Après, je vois ce que tu veux dire, c'est que d'autres. Il fausse pas la suite quand il part. Ouais. Quand il part, il fausse. C'est pas comme si c'est un leader du général. C'est pas Non, comme il fausse si. Pas la suite, mais sa présence a peut-être faussé l'avant. Parce que c'est vrai que d'autres auraient aimé qu'il soit pas là s'il n'est pas capable de faire un grand tour. Disons que ça, je peux l'intégrer, quoi. Mais ouais. Ouais, écoute, franchement, pour moi, même Federer, pour moi, c'est un non-débat à partir du moment où on commence à s'intéresser aux coureurs et aux sportifs, et à leur manière de réfléchir, à leur manière de préparer leur saison. Moi, je suis désolé. Quand je vois le Federer de Wimbledon, je me dis qu'il a bien fait peut-être de ne pas se cramer à Roland-Garros. J'ai bien envie de voir un Van Der Poel champion olympique de VTT au JO, ce qui aurait été quasiment impossible s'il avait fini le Tour de France. Voilà, les coureurs font ce qu'ils veulent. Ewan au Giro, c'est un peu pareil au final.
les coureurs font ce qu'ils veulent et à partir du moment où on les autorise à faire ça, et ben qu'on ne vienne pas se plaindre après qu'ils le fassent. Soit on change les règles, soit on accepte. Au bout d'un moment, je trouve que c'est vraiment un faux débat. Et par contre, il va y avoir un vrai débat, c'est celui sur David Gaudu, auquel on passe immédiatement, parce que malheureusement, c'est un débat qui part. Voilà, il y a des débats sympas, il y en a d'autres un peu moins. Celui-là, il est un peu moins. Et pourquoi? Parce que David Gaudu pas encore la rétro, Robin. On passe, parce que malheureusement, au classement général, David Gaudu est 10e à plus de 7 minutes de Tadej Pogacar. Donc, l'objectif podium commence à s'éloigner. À vous de me dire quel doit être l'objectif ce soir. Il va y avoir une journée de repos, il va y avoir du temps pour réfléchir du côté de la Groupama FDJ, dans la tête de David Gaudu, qui était venu sur ce Tour de France pour jouer le classement général. Ça avait été affiché très clairement par Marc Madiot. Quel va être désormais l'objectif de David Gaudu, Paul? Bah, l'objectif, c'est de s'accrocher au général, hein. Là, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans des conclusions hâtives. Hier, il est le meilleur de ce petit groupe de favoris derrière Pogacar. Aujourd'hui, il est l'un des moins bons. Alors oui, ça arrive. C'est peut-être Le problème, c'est que le jour où il est le meilleur, il prend rien du tout. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il a été le meilleur sur une journée. Aujourd'hui, il est 9e ou 10e du classement général. Il est loin d'être largué, notamment face à ses concurrents pour le top 5, voire même le podium. Voilà, qui continue à s'accrocher, continue de courir comme il veut courir. De toute façon, là, il est trop proche du général pour tenter une échappée. Et il est trop loin pour inquiéter ses adversaires. Donc autant qu'il s'accroche et qu'il grappille. Moi, je pense qu'en montagne, il a largement de niveau pour être avec les autres. Il a eu une journée de moins bien aujourd'hui. Ce sera intéressant de savoir pourquoi, d'essayer de comprendre. Mais en aucun cas, pour moi, ça change ses plans pour la suite du Tour de France. Ce sera un aveu de faiblesse, en tout cas, de changer ses plans. Robin? Oui. En fait, ce que je me dis, déjà, j'ai regardé un peu le classement général et d'où venaient les coureurs qui sont devant lui. Et quand tu regardes, tu vois qu'il y a Guillaume Martin qui est 9e, qui est 20 secondes devant David Gaudu. Guillaume Martin, il a perdu du temps en début de tour, plus ou moins volontairement, parce qu'il voulait aller jouer les étapes et se libérer du classement général. Il n'a pas fait spécialement le chrono à fond, etc. Et il s'est permis d'aller dans les échappées hier au Grand Bornand, aujourd'hui à Tignes. Le fait est qu'à la fin, il ne gagne pas. Il fait 8e et 4e. Mais en tout cas, il était à chaque fois dans l'échappée qui est allé au bout pour se jouer la victoire. Et à la journée de repos, il est devant David Gaudu, qui a subi, on va dire, tout ce week-end depuis l'étape du Creusot, on va dire vendredi, qui est dans le peloton, voilà, qui se défend, qui essaie de suivre le plus longtemps possible, qui évidemment ne peut pas suivre Pogacar parce que de toute façon il est beaucoup trop fort, mais qui ne suit pas non plus aujourd'hui, par exemple, quand ça part Carapaz, Uran, Mas et Vingegaard ensuite qui a recollé. Donc en fait, je me dis c'est dommage d'avoir autant subi, de ne que tu as un mec comme Martin qui a eu une course totalement différente et qui aurait pu claquer une étape et qui est finalement même devant toi au classement général. C'est-à-dire que même l'objectif du classement général à ce moment-là, ou même O'Connor, tu vois, O'Connor qui aujourd'hui est 2e, Martin et O'Connor, ils ont perdu beaucoup de temps en début de tour, ça les empêche pas d'être devant Gaudu. Il y en a un qui claque une étape et l'autre qui était bien placé pour 2 étapes à la suite. Donc je me dis, quand même, c'est mal payé cette histoire. Alors, bien sûr, dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter de jouer le général et jouer les étapes, c'est compliqué. Comme dit Polo, il est dans une position qui ne lui permet pas tout à fait d'aller jouer les étapes. Il est trop proche au général, on ne va pas le laisser y aller. Donc, en fait, tu es dans une situation un peu bâtarde aujourd'hui où tu es bloqué. Ta seule possibilité, c'est de continuer à t'accrocher, comme dit Paul. Alors, heureusement, il n'y a pas d'énormes écarts. Tu n'es qu'à 2 minutes de Duran qui est 3e. Mais comment tu vas les reprendre si tu n'es pas meilleur? Si quand tu es fort, comme dit Polo, tu ne lâches personne, et quand tu n'es pas fort, tu perds une minute. C'est où que tu reprends du temps, sachant qu'il y a en plus un chrono qui arrive. Parce qu'on a eu que 2 étapes de montagne, il en reste au moins 4 et demi. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas pour l'instant, pour David Gaudu, de raison de chambouler les plans ou de s'inquiéter. Gaudu est arrivé avec une ligne directrice claire, c'est de jouer le classement général. Il l'a très bien fait pendant les 8 des 9 premiers jours. Pour moi, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On verra si à la prochaine étape de montagne, la tendance se confirme pour
cette méforme entre guillemets se confirme. Mais pour l'instant, moi je suis pas inquiet. J'ai envie de le voir tenter d'enquiquiner un peu les gros de ce Tour de France à la pédale. Je pense qu'il en a les moyens. Et puis C'est on ce que verra à dit la fin. Leadstep, hein. Il dit son objectif, ça doit être d'essayer de battre les gros à la pédale. C'est ça, acquérir un peu d'expérience. Et puis voilà, il aura peut-être, comme Guillaume Martin, d'ici 1, 2 ans, soit passer un cap au niveau des grands tours et pouvoir jouer la gagne ou les podiums, soit voilà, vu qu'il est limité sur d'autres profils comme la descente ou les contre-la-montre, peut-être se concentrer sur des stratégies à la Guillaume Martin qui sont aussi des bonnes stratégies. Mais quand tu arrives sur le Tour de France avec l'objectif de jouer le classement général, vas-y jusqu'au bout. Surtout que là, tu n'as pas pris 12 minutes, quoi. Tu vois, tu en as pris, Ouais. une sur tes adversaires principaux. Mais tu penses qu'il Il y a- devrait être dans cette idée-là d'aller jusqu'au bout, justement? Est-ce que c'est pas quand tu as 24 ans que tu vois que tu n'es pas dans une grande forme, qu'il reste 2 semaines, qu'il va y avoir un contre-la-montre ou sur la plupart de tes adversaires qui sont juste devant toi, un peu sur O'Connor, beaucoup sur Oran, beaucoup sur Vingegaard et un peu sur Carapaz, ils vont tous te reprendre du temps sur le dernier contre-la-montre, au moins une trentaine de secondes pour chacun. Est-ce que c'est pas à ce moment-là où vraiment il faut remettre les choses en question, ne pas devenir justement ce qu'a fait notamment Romain Bardet, à un moment où il n'arrivait plus à retrouver sa forme, de continuer à aller chercher des troisièmes, des quatrièmes places. Est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut se dire bon bah je vais perdre du temps et je vais me faire un peu plus plaisir Après, Godu, sur il ce en a Tour de pas des. France? Godu, il a pas ses places, ses accessites, comme tu dis, Bardet, qui au bout d'un moment, Ouais, on a eu aussi marre de faire ça, parce qu'il avait déjà fait deuxième et troisième, et que donc quand tu as fait 2 et 3, tu n'as pas envie de te battre pour faire sixième. Mais Godu, lui, il n'a alors jamais raison de connu ça. plus peut-être. Bah, raison de Oui. plus peut-être. Bah oui, mais C'est son premier ça veut tour en dire tant que que leader. ça C'est veut son dire que premier tour en tant Godu, que leader. lui, une sixième place ou une cinquième place, ça veut dire quand même quelque chose, surtout sur un tour comme ça. Et en plus, quand tu vois qu'il manque Thomas, Roglic éliminé sur chute notamment, tu te dis bon bah peut-être qu'il y a plus de place que prévu. Le problème, entre guillemets, enfin c'est pas un problème, c'est la question à se poser. C'est est-ce que ça vaut le coup de faire un tour discret où en gros potentiellement on va pas te voir parce que il y a la possibilité qu'un jour il soit très fort et qu'il batte les meilleurs à la pédale, oui, mais c'est aussi possible que ça n'arrive pas et que donc il continue de s'accrocher et qu'il fasse comme il a fait ce week-end, en gros, et qu'au final, tu termines 10e, par exemple. Est-ce que c'est un truc que tu as envie de faire? Est-ce que pour toi, faire 10e, c'est très important? Et ça, c'est ultra personnel, tu vois. Est-ce que Godu, il préfère faire 10e parce qu'il l'a jamais fait, ou est-ce qu'il préfère Et arrêter vous complètement en préférez quoi? général? Vous préférez pas le voir perdre Moi, je du préfère temps qu'il et claque une étape, mais utiliser cette forme pour vraiment aller gagner une étape ouais, mais après, il y a et ce que nous, briller, on voire préfère et deux? lui, ce qu'il préfère. Oui, Si c'est Ouais, lui, il c'est veut sûr, faire c'est sûr. 10e, Ah bah, c'est sûr. moi, Mais ce qui est mieux pour sa carrière, pour sa tête, moi je pense vraiment que c'est pas de jouer le classement général tel que c'est parti. Il est 10e, il est derrière un Guillaume Martin, comme tu dis, qui est aujourd'hui un Guillaume mais, Martin dit bah non, moi j'ai pas envie de faire un classement général pour souffrir comme ça. Je sais que j'en ai pas les capacités. Je suis trop loin, c'est trop dur. c'est ça, exactement. Et c'est pour ça que Guillaume Martin, je pense qu'une échappée, une prochaine étape de montagne, il ne prend pas l'échappée, il va prendre ses 10 minutes. Et on ne parlera même plus de lui dans le classement général. Alors oui, aujourd'hui, on peut se demander si la tactique de Gaudu est la bonne. Moi, ce que j'aime bien Non, jusque-là, elle a été bonne, c'est pour chez la suite. Groupama FDJ, c'est qu'on a une ligne directrice et j'espère qu'on va s'y tenir. Moi, pour le coup, moi, j'ai envie de voir David Gaudu jouer la bataille, être dans la route Pogacar, être dans la route Carapaz, essayer de jouer avec ces gars-là. C'est ça qu'on attend de David Gaudu. C'est pas de Tu prendre attends 15 pour le minutes au moment. général et d'aller chercher des étapes. On sait qu'il en est capable. Il l'a très bien fait sur la ah oui, mais Vuelta. on te parle. Euh, Là, ça dépend dans quelle optique tu es aussi, Paul. Qu'il en est bah oui, capable, comme tu dis, on sait qu'il prendre 15 minutes et aller chercher des étapes, il l'a fait sur la Vuelta, on sait qu'il sait faire. bah oui. Mais est-ce que là, on n'est plus forcément dans le montrer ce que tu sais faire. On est dans tu es en train de construire ton palmarès. Et ton palmarès, si tu vas gagner une étape du Tour, est-ce que ça a plus de valeur que faire un top 10? Ça, c'est chacun juge. Quand tu es un coureur de classement général, c'est souvent très important pour toi de faire des bons classements généraux, même si ça marque moins le public et que voilà, niveau médiatisation, c'est pas pareil. Mais je pense pas que Godu, il en soit à devoir montrer ce qu'il sait faire pour obtenir telle ou telle récompense. Non, on sait tout ce qu'il sait faire. Aujourd'hui, Godu, il peut aller chercher les victoires en haute montagne en échappée, mais Et sans voilà. être échappé, j'ai de plus en plus de doutes parce que j'ai noté un peu les résultats de Godu, enfin les moments où il a été impressionnant ou pas. Et en fait, Godu, il n'est pas toujours dans les meilleurs grimpeurs du peloton. Il est parfois dans les meilleurs grimpeurs, et puis des fois, il est beaucoup plus en retrait.
Et c'est ce qui fait que ça devient compliqué de jouer un classement général sur le Tour. On le voit, on a eu l'exemple en 2 jours. Où, comme dit Polo, le samedi, il est très fort, le dimanche, beaucoup moins. Et par exemple, si on prend cette année, il est très fort au Pays Basque, où il gagne son étape devant Roglic. Mais il est beaucoup moins bon au Dauphiné. Alors évidemment, il y avait des conditions difficiles, il revenait d'une chute. Et sur le Tour, voilà, pour l'instant, c'est un peu plus mitigé. Et sur Paris-Nice, il n'était pas avec les meilleurs grimpeurs. Si tu prends 2020, c'est pareil. Au Tour UAE, il est très bon, il est avec les meilleurs grimpeurs. Mais au Tour de Burgos ou au Tour, encore une fois, avec des conditions plus difficiles, et au Tour de la Provence, par exemple, en début de saison, il est loin des meilleurs grimpeurs. Et la Vuelta, c'est mitigé, entre guillemets, parce qu'évidemment, il va chercher les échappées. Mais s'il avait fait à la pédale cette Vuelta avec les grimpeurs, il n'aurait pas été avec Roglic et Carapaz. Donc, Gaudu, c'est un peu quand même, depuis 2 ans, disons, qu'il a explosé et qu'on a envie de lui donner des responsabilités et d'en faire un des leaders français et un des leaders de la Groupama FDJ. C'est pas beaucoup de certitude, quoi. Je peux être aussi fort que les meilleurs, comme je peux être un peu loin. Je trouve très dur. Déjà, en plus, tu cites Paris-Nice où il est tombé, alors que même sur cette étape, l'étape où il tombe, il arrive à aller chercher Non, on est d'accord, il y a plein de circonstances. Le Paris-Nice, surtout, le gars, il revient de chute. Le gars a 24 ans, quoi. Alors évidemment, tu le compares à Pogacar qui a 2 ans de moins, tu le compares à Vingegaard, etc. C'est quand même un mec de 24 ans qui apporte de l'espoir, en tout cas a montré depuis le début de sa carrière qui pouvait potentiellement être un coureur pour les grands tours. Alors peut-être plus un coureur de Vuelta au vu de son profil, mais c'est un coureur qui peut aller chercher des belles choses sur un grand tour. S'il a 24 ans, et ça soit c'est le problème des Français, si à 24 ans, on commence à dire à nos coureurs, à nos espoirs, ah bah non, mais attends, toi, tu sais pas rouler en contre-la-montre, essaie d'aller chercher des petites étapes, tu seras notre bon baroudeur français, tu iras peut-être en claquer une dans 2-3 ans, tout le monde s'en souviendra, et voilà. Bah, je trouve que c'est quand même un aveu de faiblesse et surtout un manque d'ambition assez terrible, et je pense pas que la Groupama FDJ soit dans cette optique-là. Je pense qu'elle attend beaucoup de David Gaudu, c'est aussi ça, les grandes équipes, c'est savoir et devoir mettre la pression à ses leaders pour qu'ils performent. Donc aujourd'hui, Gaudu, il apprend. C'est la première fois de sa très jeune carrière qu'il est leader sur le Tour de France, qui est la plus grande course au monde. On va pas le condamner tout de suite. Non, je le condamne pas du tout, Polo. Ce que je veux dire juste, c'est que j'ai du mal à savoir quelle est la place de Gaudu dans la hiérarchie des grimpeurs. Je parle même pas du contre-la-montre, mais juste des grimpeurs. À quel niveau il est? Quelle est sa place aujourd'hui? T'enlèves Roglic et Thomas qui sont plus dans la bagarre, mais tu prends les mecs du top 10 du général aujourd'hui. Tu le mets où, Gaudu, en qualité de grimpeur? Moi, je sais pas s'il est 4e ou s'il est 9e. Il est jeune. Moi non plus, je sais pas. Lui non plus, il sait pas encore. Je pense que par rapport à des gens beaucoup plus affirmés, quel que soit leur âge, ça de Roglic à Pogacar, les limites de Gaudu, de David Gaudu, je pense qu'on ne les connaît pas encore. Oui, aujourd'hui, dans la hiérarchie, c'est peut-être le 10e meilleur grimpeur de ce Tour de France. Mais hier, on était à 2 doigts de dire qu'il était au niveau de Carapaz. Quand on a vu ses attaques incessantes derrière le duo Pogacar-Carapaz, qu'on a vu On que les a derrière, pas vus, justement, c'est le problème. Mais bon. on en a vu quelques-unes et on avait les échos des motos, des envoyés spéciaux. Et oui, le problème, c'est qu'on les a pas vus. Ça aurait été bien. Donc voilà, moi, je trouve qu'on est dur avec lui, mais c'est bien aussi parce qu'on en attend beaucoup. Je pense que la Groupama FDJ en attend beaucoup. Et comme le disaient certains dans le chat, ne bridons pas nos coureurs, tout ça parce qu'on leur dit que de toute façon, Pogacar, Roglic et Bernal seront toujours plus forts qu'eux. C'est le meilleur moyen de les brider et d'en espérer, et d'en attendre rien du tout. Et surtout, que eux, finalement, ne nous régalent pas autant qu'on aurait pu espérer. Et Denver, comme tu dis, attention, Gaudu peut monter en puissance, on n'en sait rien du tout, mais c'est tout à fait le cas. Je pense que on n'en sait rien. C'est juste après, qu'est-ce qu'il va faire de cette montée en puissance? Et c'est toute la question aujourd'hui. Il apprend. Je suis d'accord avec Polo. Je suis d'accord avec Polo sur un truc, c'est que ce Tour de France, s'il se met à jouer les étapes aujourd'hui, on va pas en apprendre grand-chose. Peut-être qu'il ira claquer une étape ou pas, mais on n'apprendra rien. Alors que s'il continue de jouer général, on aura quand même quelques enseignements à en tirer et ça permettra d'avancer à la fois pour lui et puis nous, ça nous permettra de savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de David Gaudu. Ça, je suis d'accord. Mais
des fois, j'ai quand même ce sentiment de frustration où, quand on parlait de David Gaudu avant le tour, quand on était un peu optimiste, on disait il peut faire top 5. Aujourd'hui, il manque quand même beaucoup de mecs qui étaient là sur le papier plus forts que lui, notamment Roglic et Thomas, bien sûr. Et pourtant, tu as l'impression que le top 5, il est encore assez loin. Et donc, il y a un petit sentiment quand même de frustration. Pas de dire il est nul, mais quand tu vois qu'il est fort le samedi et que le dimanche, dans des conditions très compliquées qui peuvent expliquer beaucoup de choses, il perd une minute, tu te dis ah merde, mais en fait, on n'avance pas quoi. On n'avance pas, mais après, le tour est encore long. Moi, là, on a la conclusion de l'étape du jour, dans des conditions assez dantesques. Je vais quand même attendre de voir ce qui se passe les prochaines semaines, mais quoi qu'il arrive, en bien ou en mal, il y aura des conclusions à tirer à la fin de ce Tour de France. Mais pour l'instant, laissons-lui quand même une chance. Il est dans le top 10, aux portes, au niveau temps, il est quand même aux portes du top 5. Allons-y, quoi. Oui, après question hyper générale, et pour être très clair, on est d'accord. Enfin, d'ailleurs, C'est je vais bien vous demander résumé. si on est Excuse-moi, d'accord. excuse-moi, Joseph, je te coupe, mais c'est bien. Je trouve que c'est très bien résumé de la part de Imonoda qui dit il a une 30 du top 5 pour le moment. Un jour sans sous la pluie ou mes formes durables. Là est la question. Et là, pour le coup, je pense qu'il faut attendre les prochaines échéances. Et pour le coup, peut-être qu'après la méforme durable, j'aurai le même point de vue que Robin. Mais pour l'instant, Bon, dimanche prochain, on saura sûrement. dimanche prochain, on saura. Rendez-vous dans 7 jours. Et donc, dernière question, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui que Gaudu est capable de gagner un grand tour? Parce que c'est toute la question. Progresser pour jouer le classement général, c'est pour gagner un grand tour. Aller chercher un podium, ou alors chercher un podium, mais avec la concurrence qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'il a les qualités intrinsèques avec ce qu'il montre pour gagner un grand tour, tout simplement? Bah, aujourd'hui, non, mais s'il progresse, ça dépend à quel point Même il en progresse. progressant. Mais Bah En oui, progressant, faut progresser oui, énormément là pour aller chercher oui, un grand tour. faut progresser beaucoup, mais après, Pogacar, il va pas gagner 3 grands tours par an. Roglic, il est pas tout jeune. Il y a beaucoup de C'est mecs pas qui sont. sûr, ça. Après, tu vois, tu as Evenepoel, on est encore en train de se demander s'il peut gagner des grands tours ou pas. Et Bernal, on a vu qu'entre 2019 et 2020, par exemple, on n'avait pas du tout le même Bernal. Et ça peut aussi très bien arriver à Pogacar. Donc, à partir du moment où Gaudu pourra être un mec qui joue le podium, tu peux être un mec qui gagne un grand tour. Ça veut dire que peut-être il te faut une circonstance ou deux favorable, un abandon, une échappée, un favori qui se plante stratégiquement. Mais si tu joues le podium, et c'est notamment ce qu'a fait Bardet pendant plusieurs années, quand tu es capable de jouer le podium, ça veut dire que tu peux gagner le tour. Ça ne veut pas dire que tu es forcément le plus fort, mais ça veut dire que tu peux gagner s'il y a un ou deux trucs qui tournent en ta faveur. c'est ça, Et, on puis, il n'y a pas reproche que le tour non plus. Il y a aussi la Vuelta et le Giro. C'est ça, moi je pense que le Grand Tour il peut parce que notamment la Vuelta, je trouve que c'est un grand tour qui lui convient le mieux. Puis après, il a que 24 ans. Alors évidemment, quand on se réfère à du Bernal, du Pogacar ou du Evenepoel, on se dit ah ouais, il est en retard, c'est vrai. Mais quand on se réfère à du Froome, du Geraint Thomas, du Primoz Roglic, pour le coup, ça aussi, c'est rassurant. Pour moi, il est ni en avance ni en retard. L'important, c'est de voir à quel point il progresse. On voit des progrès légers en contre-la-montre. On voit qu'il gagne de plus en plus de régularité en montagne et en haute montagne. Voilà. Alors après, un Tour de France, c'est long. Il est encore jeune. Est-ce qu'il ne va pas avoir des grosses journées de moins bien? Est-ce qu'il ne va pas avoir aussi une journée où il va être extraordinaire? Je pense qu'on aura, comme on l'a dit tout à l'heure, plus de réponses tout à l'heure. Mais encore une fois, je ne le condamnerai pas aujourd'hui. Moi, j'ai envie de croire qu'il peut gagner Si un grand tour. Gaudu avait été sur le Giro l'année dernière, ça se trouve, tu avais une grosse surprise. Hein. Exactement. Ouais, complètement. Même s'il y a quand même un contre-la-montre bien chiant à la fin. C'est vrai. Il y aura Bon, toujours ça, les Ingles, pas grimpeurs. le meilleur rouleur du peloton. Non, non, ça c'est sûr. Pas le meilleur grimpeur non plus, hein, on l'a vu cette Oui, année. on l'a vu désormais, effectivement. Ok les gars, c'était un débat très intéressant en tout cas. On passe à la preview de la prochaine étape. Alors on le redit, hein, demain c'est jour de repos. Pour nous aussi, hein. Faut dire qu'on n'est pas là demain. Oui, Ouais. exactement. Jour de repos aussi pour nous parce que c'est important pour mettre toujours un peu de punch, de prendre une petite journée de repos, de se retrouver mentalement et physiquement parlant. Et donc, on se retrouve après-demain avec cette étape-là entre Albertville et Valence. Sprinter, pas sprinter, les gars? Première question déjà. Ouais. Sprinter. Ouais. Sprinter, on est Ouais, d'accord. sprinter aussi. Polo, Cavendish. je doute un peu des fois, mais. Non, ouais, je doutais, mais là, quand tu vois le
la difficulté avec laquelle les sprinters se sont battus justement pour pouvoir avoir la chance de disputer cette étape, croyez-moi, ça, en tout cas, la De Koninck, qui a encore toutes ses armes et qui a l'air très en forme. On a encore vu un Cataneo assez fou aujourd'hui. On a vu du Asgreen en forme. Alaphilippe fait du Alaphilippe. Ça va rouler fort sur les échappées demain. Et il y a des chances que ça arrive au sprint quand même. De très, très grandes Les chances. 2 dernières fois qu'on est arrivé à Valence, c'est arrivé au sprint. Victoire de Sagan en 2018 et Greipel en 2015. Et ben voilà. Et moi, je mettrai une petite pièce sur Nasser, même si tout le monde attend Cavendish demain. Bien sûr. Je pense que honnêtement, je pense que c'est les 2 plus forts. C'est les deux, c'est les 2 plus forts. Mais il va falloir voir comment ils seront récupérés aussi. C'est ça. Comment les uns et les autres ont passé les Alpes. Les 2 ont bien morflé. On a vu un Cavendish quand même assez remuant, notamment vendredi. J'ai quand même l'impression qu'il a la bonne jambe. Alors après, c'était vendredi. Depuis, il y a eu 2 jours assez incroyables. Ça va être intéressant de voir. Mais en tout cas, là, c'est quand même la chance de sa vie pour Nasser Boigne. Ouais, et je voulais vous montrer le classement par points qui va avoir un intérêt jusqu'à la fin de ce tour parce que Mark Cavendish est toujours leader avec 168 points exactement. Et Michael Matthews est deuxième, 130 points. Colbrelli a pris 3 places aujourd'hui. Il est désormais troisième avec 121 points. Et Jasper Philipsen, quatrième avec 102 points. Est-ce que vous voyez désormais Cavendish qui est passé dans les délais? C'était presque le moment le plus dur pour lui aujourd'hui de passer Team. Il va y avoir d'autres Après, il va y avoir le Ventoux. C'est sûr. Il peut remercier Morkov et Tim de Klerk qui ont fait un travail extraordinaire pour lui aujourd'hui. Il faudra quand même penser à faire une statue du côté de la Quick Step pour ces 2 coureurs qui sont formidables et qui, même si ce sont des noms moins ronflants que leurs stars, permettent tellement à leurs stars de briller que je trouve ça assez fabuleux. Enfin bref, c'est Grégario exceptionnel, tout simplement. Ouais, tout à fait. Il y a Derrit qui dit Matthews, j'y crois, et moi aussi je pense que Matthews il peut avoir passé la montagne un peu mieux que tous les autres et venir leur faire la nique. Il va moins vite que Colbrelli, donc il faudrait qu'il aille plus vite que Colbrelli. Colbrelli, tu l'as vu sur ce début de tour? Bah ouais, je l'ai vu aujourd'hui, ouais. Ouais, mais à part aujourd'hui. Je l'ai vu aujourd'hui sur une étape de sprint qui arrivait à Tignes. Ouais, je l'ai vu à 2000 mètres d'altitude. Parce que Robin, c'est quand même fou ce que tu dis, mais c'est vrai que tu dis que Matthews a mieux passé la montagne que tous les autres. Bah non, il y en a un, il a beaucoup mieux passé la montagne. Il s'est peut-être plus donné quand même parce qu'il s'est cassé les fesses pour aller chercher les points à Tignes du maillot vert, alors que Matthews, il était peinard dans un groupe Eto qui allait trop doucement pour lui. Donc, ils ont quand même eu une étape un petit peu différente, même si ça n'a pas été facile pour Matthews. Et surtout, Colbrelli dans les sprints depuis le début du tour, il n'est pas trop là. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il est venu jouer le maillot de meilleur grimpeur et qu'il ne nous a pas dit. Mais je pense que Matthews, il l'aligne de maintenant mardi. Colbrelli, il est pas plus rapide que Matthews sur les sprints massifs depuis le début. Mais moi, j'irais quand même sur un Nasser ou sur un Cavendish. Je pense que ces deux-là Nasser, demain, il faut le mettre dans la glace toute la journée et il te claque l'étape de mardi, quoi. Ah, ça serait magnifique. Mais par contre, Colbrelli, on n'en a pas parlé. En fait, là où c'est intéressant, et là je te rejoins, c'est à mon avis, il a laissé beaucoup d'afflux aujourd'hui, d'afflux physique, parce que je n'arrive pas à croire qu'un coureur sprinter un peu puncher, on commence à le découvrir un peu puncher, plus puncher que d'habitude en tout cas cette saison, arrive à nous faire cette étape aujourd'hui. J'aimerais bien avoir l'avis de Guillaume Martin sur le fait que Sonny Colbrelli finisse devant lui sur l'étape du jour. Mais après Colbrelli s'est vraiment déchiré jusqu'à la fin pour aller prendre les points, alors que Martin qui était 4e, qu'est-ce qu'il en avait à faire de terminer 4, 5, 6 et tu vois, c'était fini. C'est la course à lui à Martin. À partir du moment où la victoire elle était partie, pour beaucoup de mecs, c'était fini. Quand ils ont compris que c'était pour O'Connor, ils n'allaient pas se déchirer outre mesure. Tu vas avoir ta bonne amour qui s'est un peu tué sur la fin pour finir devant Pogacar. Mais sinon, les mecs, ils en ont rien à faire, quoi. Non, c'est clair. Mais c'est plus l'étape globale de Colbrelli qui est assez incroyable. Ça, oui, il était très fort. Peut-être qu'il est en train de changer de profil aussi. On verra. C'est vrai que depuis le début du tour, on ne le voit pas sur les sprints, que ce soit des sprints compliqués.
comme le premier jour à Landerneau ou même sur les sprints plats, les sprints On l'a massifs. vu ni sur les étapes un peu bosselées gagnées par Alaphilippe et Van Der Poel, ni sur les vrais sprints. Ouais, donc on verra comment il se comporte dès mardi. Ouais, et peut-être aussi qu'il a fait tous les stages avec la Bahrain Victorious et on voit bien qu'il y a un progrès global de la Bahrain Victorious de tous les coureurs et qu'à force de faire des stages en altitude, peut-être que lui aussi en a profité, hein, je ne sais pas. Il y a peut-être ça aussi. Bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, à plus de 30 ans et près de 75 kilos, aller taper cette étape-là, c'est énorme et c'est très fort, hein, on va pas. C'est clair, c'est très fort. Avec évidemment tous les sous-entendus du chat que vous avez le droit tout à fait d'avoir. On passe à la rétro, les copains. On va passer à 96. Donc Miguel Indurain qui explose au Cormet, mon cher Robin. Alors, dans l'étape du Cormet de Roseland, ouais, mais il explose pas tout à fait dans le Cormet de Roseland. Donc, en fait, pour placer un peu de contexte, 1996, c'est l'année où on attend que Miguel Indurain gagne son 6e Tour de France et qu'il batte Anquetil, Merckx et Hinault, puisqu'il en a déjà 5. En plus, 5 consécutifs, c'est du jamais vu. Alors que vous voyez là la belle main de Miguel Indurain avec ses 5 doigts pour 5 Tours de France. Et surtout, il n'y a rien jusqu'au début du Tour 96 qui laisse imaginer que Miguel Indurain est en fin de règne. En 1995, il gagne le Tour avec 4 minutes 30 d'avance sur Zoule. Le 3e, c'est Bjarne, il est encore plus loin. Donc on dirait que Indurain a de la marge. Et en 96, juste avant le Tour, il gagne le Dauphiné. Il gagne même une étape en ligne, ce qui n'est pas très habituel pour Indurain qui d'habitude se contente de gagner les chronos. Donc honnêtement, on pense qu'il est sur la voie royale. Et même Merckx et Hinault sont interrogés avant le Tour de France, évidemment. On leur dit alors peut-être qu'Indurain va battre votre record, vous serez plus recordman de victoire sur le Tour. Et tous les deux, en vérité, ils sont assez confiants pour Indurain. Ils pensent que voilà, leur record va tomber. Sauf que après une première semaine difficile en termes de météo, mais vraiment difficile, on partait des Pays-Bas, il y avait eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent. On a une première étape alpestre entre Chambéry et les Arcs, avec un gros programme. Il y a le col de la Madeleine, le Cormet de Roseland et la montée finale vers les Arcs 1800. Miguel Indurain y passe tout bien jusqu'à la dernière ascension, où il a son moment de défaillance, le premier en 6 ans finalement, puisque depuis 91, il était intouchable. Pourtant, les arcs, c'est pas super dur, hein, c'est un col de première catégorie, 15 km, assez roulant. Donc c'est typique pour Miguel Indurain, c'est pour un rouleur grimpeur, disons. Et donc même lui, il le dit, après l'arrivée, après la défaillance, il dit « Je ne sais pas comment ça m'est tombé dessus. À 6 km de l'arrivée, j'ai eu une sensation bizarre. Mon coup de pédale était plus sec, ça s'est bien senti. Et à 3 km 5, bah, il lâche du groupe des favoris. » Ouais, et là, c'est assez incroyable parce qu'on n'avait jamais vu ça. Et c'est une des premières fois qu'on le voit vraiment souffrir. Et c'est inhabituel comme image, quoi. Exactement, il grimace et d'habitude on ne voit pas Miguel Indurain grimacer. C'est celui qui normalement Indurain est décrit comme le robot en fait. Et là pour la première fois tu as l'impression en 5-6 ans, enfin en 6 ans, il est humain. Il se fait même déposer par Heitor Garmendia de l'équipe Once, par Bo Homburger, 2 coureurs qui reviennent de derrière et c'est pas des très grands grimpeurs ces 2 gars-là. Et donc vraiment on a un Indurain à l'agonie, il demande à boire et il y a une scène incroyable, la voiture Gewis qui passe lui file un bidon. Mais donc c'est pas son équipe, lui il est chez Banesto, Miguel Indurain, et il jette le bidon immédiatement, il veut pas boire dans un bidon qui lui a été donné par une autre équipe. Ça donne une idée quand même de l'époque à laquelle on est et des pratiques qu'il peut y avoir dans le peloton, tu te méfies vraiment de tout. Et il y a Jean-René Godard qui est à l'époque journaliste du coup pour France Télé, qui va à la voiture Banesto sur la moto et qui demande en gros qu'est-ce qui se passe. Les directeurs sportifs disent que Indurain est déshydraté, qu'il est en hypoglycémie. Mais c'est impressionnant. On a la photo aussi, Joseph, d'Indurain dans la montée avec les manchettes. On le voit, voilà, c'est cette photo-là. Enfin, on le voit sur un peu les 2 photos de toute façon. Il a les manchettes au bras et il a l'imperméable dans la poche arrière. On le voit peut-être mieux sur l'autre photo parce que c'était une journée où il avait un peu plu. Et tu te dis quand même qu'il manque de lucidité pour ne pas virer ces trucs-là. Et d'ailleurs, à l'antenne, il y a Bernard Thévenet qui dit bah, c'est bizarre, il a encore ses manchettes, il a encore le kawaii, il pourrait s'en débarrasser. Il serait pas beaucoup plus léger, mais ça emmerde quand même le truc, le plastique qui frotte et tout. Enfin bref, c'est pas optimal pour monter. Et tu te dis que quand tu as une défaillance, tu vas te délester de tout ce que tu peux. Et donc au final, Indurain, il perd 4 minutes 19 sur le vainqueur, qui est Luc Leblanc, et il perd environ 3 minutes 30 sur le reste des favoris, plus 20 secondes de pénalité parce qu'il s'est fait ravitailler alors que c'était pas autorisé dans le final. Alors, en gros, il y avait des questions, un peu des questions, quoi. Mais est-ce que c'était vraiment une fringale ou quelque chose comme ça, ou c'était quoi?
C'était sûrement pas une fringale. C'est ce qu'ont voulu nous faire croire Indurain et Banesto, mais c'était sûrement pas ça. José Miguel Echevarri, c'était le directeur sportif de Banesto. À l'arrivée, il la joue serein. Il dit aujourd'hui n'a pas été un bon jour pour nous. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu as gagné 5 Tours de France et là, tu vas pour cette fois-ci, tu vas perdre et puis définitivement, puisque tu vas pas en regagner. Le lendemain, il y a un contre-la-montre qui est quand même la spécialité d'Indurain. Il termine 5e et il perd 1 minute. Alors, 5e, c'est pas dégueulasse. Sauf que Indurain, d'habitude, il les gagne les chronos. En 95, il gagne les 2 contre-la-montre du Tour de France. Donc en fait, finir 5e, tu te dis, finalement, il n'a pas repris ce qu'il a perdu hier et il n'a même pas repris un peu de ce qu'il a perdu hier et ça sent pas bon pour la suite. Et la suite, bah, elle est catastrophique. À Otakam, il termine 12e. Otakam, c'est là où Bjarne fait sa démonstration. Ce jour-là, Indurain, il perd 2 minutes 30. Il est 10e du général. Le lendemain, il y a une arrivée à Pampelune en Espagne. C'est là où habite Indurain. C'est en Navarre, c'est son fief. Donc c'était censé être une sorte d'hommage à Indurain, sauf que on pensait qu'il arriverait maillot jaune sur le dos. Il arrive complètement cuit. Il perd 8 minutes de plus et il va terminer ce Tour de France 11e. C'est la fin d'un règne qui a beaucoup ennuyé. Mais quand il craque, c'est un peu paradoxal. C'est comme si tout le monde se mettait à l'aimer. Il attire la sympathie quand il perd. Ça rappellera peut-être quelqu'un, un Slovène, qui a vécu ça cette semaine. Et donc, après ce Tour 96, Miguel Indurain, il va aller chercher un titre olympique sur le chrono à Atlanta. Et puis, il va s'aligner sur la Vuelta. Une participation discrète puisqu'il abandonne au bout de 13 étapes et c'est la fin de carrière de Miguel Indurain. Après cette Vuelta, on ne voit plus jamais Indurain courir en compétition. Le déclin, il était brutal, même immédiat, parce que tu as l'impression qu'il est arrivé en une journée sur cette étape avec l'arrivée aux Arcs. Et voilà, il le dit lui-même à la fin. Il dit chaque année, ça devenait difficile et je pensais que je devais passer plus de temps à m'entraîner. Et donc voilà, ma famille devenait plus importante, ma famille m'attendait. Donc finalement, il va prendre sa retraite à un moment une année où on pensait qu'il allait gagner son 6e tour. Et effectivement, du coup, je l'ai mis un peu tard. Excuse-moi, le profil de l'étape dont tu nous parles. Et regarde au kilomètre 141, Polo, par où ils sont passés. Attends, parce que. Oh là là, Robin, apparemment, Robin, il est passé encrypté. Il faut payer pour voir Robin. Non, c'est bon, moi je le vois. Parce que... Là, ils sont passés à Beaufort. Alors Beaufort, est-ce qu'il est nécessaire que je refasse un sondage? Non, je crois pas. Je crois pas quand même parce que le premier sondage que j'avais laissé longtemps et que j'avais bien argumenté nous avait fait dire que le Beaufort était mieux que le Roblechon. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que ce sera intéressant de faire une petite tier list des fromages un jour où l'étape est un peu chiante et où la course au maillot jaune est actée. Et autant vous dire que des jours comme ça, il va y en avoir quelques-uns avant la fin du tour. Non, je suis pas d'accord avec toi, Polo. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'y trouverai plein d'intérêt, t'inquiète pas. Mais oui, moi aussi, évidemment. On sera ensemble. Pour il y passer a ces moments, Raoul effectivement, il y en a des difficiles. Je sais pas si on me voit, les gars. Il y a Raoul qui dit il y a un bel article sur Indurain. Oui, on te revoit parce qu'effectivement, comme le dit le chat, tu étais filmé par la rail. Mais... Exactement. Bon, le numéro de pédale avec Indurain dont on parle, Raoul, dans le chat, il est là. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté. Et donc, c'est dans le projet de ma semaine qui vient de lire ce numéro. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un peu plus d'histoire sur Indurain, n'hésitez pas. Eh bien, avec plaisir. On passe, les amis, à la chatroom désormais. Vous pouvez commencer à poser vos petites questions. Vous pouvez y aller. Je vois que vous êtes très chaud d'ailleurs aujourd'hui, comme toujours, d'habitude. On est près de 450, donc chatroom, on rappelle le mode de fonctionnement. C'est vous qui décidez ce dont on parle dans cette chatroom. Si vous envoyez votre prono du coup pour le maillot vert de manière très claire, les gars, c'est quoi? Cavendish. Cavendish aussi. Ah, ok. Comme quoi, on est d'accord. Et il faut qu'il passe les Pyrénées. Le plus dur sera de passer les Pyrénées. Ce ne sera pas ses adversaires pour moi. Moi, je pense qu'il passe. Moi aussi, je pense qu'il passe. Il y a quand même des étapes courtes sur les Pyrénées. Il y a des étapes courtes, surtout une, je ne sais plus exactement laquelle. Les délais vont pas être fous. Il va pas falloir qu'il traîne en montagne quand même, Cavendish. Il va aller de l'échapper. Surtout face à un adversaire qui peut viser et le maillot à poids et le maillot vert. Donc lui, pour le coup, il n'aura pas ce problème. Padoun peut-il intégrer le Tour pour concurrencer Pogacar? C'est vrai que on aimerait presque qu'il y en ait qui arrivent pour
pour foutre un peu le bordel, mais bon. Ouais, bah, tant qu'à faire, pas Marc Oui, Padoue, quoi. oui. Bon. Après, on n'en sait rien, Polo. On C'est rappelle quand vrai, même c'est que vrai, c'est vrai, c'est vrai, quand même, c'est vrai, on n'en sait rien. On n'en sait on rien. n'en sait rien, on n'en sait rien. Depuis quand n'a-t-on pas eu une première de Tour de France aussi intense? Im Onada, c'est compliqué de dire depuis quand est-ce qu'on n'en a pas eu aussi intense. Je pense qu'en 2019, quand 2019, c'est Alaphilippe intense, ouais. Pinot, Ouais. il régale de ouf. 2011 Euh, aussi. on peut 2014. comparer ça. 2014, ouais, 2011-2014. t'as raison. Moi, je Alors, pense à est-ce que vous pouvez 2014, rappeler là, un tout peu de ce suite. qui s'est passé ces années-là, 2014, Polo? Bah, t'as Sheffield avec la victoire de Nibali, t'as l'état, bah, c'était le grand départ d'Angleterre. T'as l'arrivée aussi à Arambert, pas à Roubaix, je crois que c'était à Arambert. Une Ouais, étape de Tour du Hainaut. pavé, complètement folle qui avait envoyé pas mal de favoris à terre. Non, c'était pour le coup, c'était Tu une perds Contador et Froome sur la super, première semaine. super Contador et Froome. C'était une semaine. Moi, en tout cas, quand je pense à sa première semaine de Tour, je pense directement à 2014. Et Nibali avait pris le maillot jaune en fin de première semaine avait repris le maillot à la planche des À la Belfi, je crois. planche, ouais. À la planche avec Pinot qui finit deuxième. Nibali Non, mais n'avait pas de c'est préférence important pour à le dire. Tour. Pinot finit deuxième sur l'étape de la planche des belles filles. À ce stade, la Ineos, que peut-elle encore espérer jouer un podium? Demande Watercoolop. Bah, un podium, oui. Je pense que s'il n'y a pas de souci, Carapaz, il l'aura le podium, parce qu'à la longue, il va les avoir, les autres, parce qu'il est plus fort en montagne. Peut-être qu'il fera pas 2, peut-être qu'il fera 3, mais je pense qu'il sera sur le podium. Mais au-delà de ça, je sais pas trop ce qu'ils peuvent espérer, hein. Peut-être aller chercher une ou 2 étapes, mais ça va être dur parce que Carapaz, on ne le laissera pas sortir. Et les autres, je sais pas qui va aller chercher des étapes, mais j'ai assez peu d'espoir. Ouais. Moi, en fait, ce qui m'embête pour cette équipe Ineos, c'est l'état de forme physique, enfin physique, l'état dramatique de Richie Porte et Geraint Thomas, qui leur coûte trop cher. Ça leur fait trop mal. Richie Porte est complètement out. Geraint Thomas, tu le vois à sa tête qu'il est au bout du rouleau. C'est trop dur pour Ineos, cette équipe qui avait plein d'ambition, qui avait une très belle équipe pour proposer une belle course de mouvement et qui se retrouve à devoir faire rouler Geraint Thomas sur 500 mètres à 3 km de l'arrivée à Tignes parce que Pogacar n'avait pas besoin d'attaquer et qu'il ne se passe rien. Donc c'est un peu frustrant. Donc maintenant, se replier sur quoi? Sur un Carapaz, le mettre dans du papier bulle et l'emmener au show jusqu'aux Champs-Élysées où il devrait aller chercher un podium. Ouais. Mm, mm. Et peut-être un petit mot pour allonger un peu le débat sur le niveau de Tao Gegenhardt. Alors, je ne sais pas s'il a chuté ou quelque Mais chose oui, il comme a ça. chuté. Il a chuté, Ouais. d'accord, ok. Ce Mhm. qui explique son niveau assez médiocre sur ce Tour de France. Effectivement, Mais je me Bilal posais nous la dit question. c'est luxer l'épaule, vous l'oubliez trop vite. Ça fait partie. Quand je dis état dramatique, c'est l'état physique. Et évidemment, Richie Porte a chuté lourdement. Geraint Thomas, on lui a mis l'épaule en pleine course, en pleine étape. Forcément, pour appuyer sur le guidon, ça doit pas être facile. Donc, c'est pas contre eux que je dis ça, hein. C'est juste un fait. C'est des faits de course et c'est dur pour le Team Ineos, quoi. Ouais, clairement. Encore une petite question pour la chatroom. Est-ce que les courses de préparation ne servent-elles plus à rien? Demande Derit. Moi, je pense que c'est plus des courses de préparation. En fait, ça sert pour les leaders à vérifier qu'ils sont au niveau attendu dans la hiérarchie des favoris. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment encore des courses de préparation au sens où tu perds beaucoup de ta forme et tu reviens ensuite derrière. Plusieurs entraîneurs l'ont déjà expliqué depuis quelques années. Maintenant, les coureurs, ils sont finalement quasiment tout le temps à 90% de leur potentiel toute l'année. Et ils vont chercher des petits pourcentages en plus sur leurs gros objectifs. Mais on a plus vraiment des pics de forme comme on avait avant où on voyait des mecs se préparer pour le Tour. Par exemple, Miguel Indurain, dont on a parlé tout à l'heure, qui allait ne pas être là pendant 4 mois, qu'on n'allait pas voir, et puis il allait se pointer juste sur le Dauphiné et ensuite sur le Tour. Ça n'existe plus trop parce qu'en fait, tu perds trop. C'était, je ne sais plus quel entraîneur expliquait ça, mais il expliquait que c'était trop d'énergie et trop d'efforts de revenir, par exemple, d'un niveau de 60-70% de forme à 100%. Ça te coûtait trop et qu'il fallait mieux rester à 90 tout le temps, en fait. Clairement. C'est très Réponse bien très, résumé. réponse très intéressante. J'ai vu une question pour faire un point sur le classement par équipe.
Bon, si vous voulez, tiens, je vous fais un point. Je veux même vous mettre, si vous le voulez, la capture d'écran du classement de ce classement par équipe, les amis. Comme ça, au moins, vous allez tout savoir. Et hop, le voilà. C'est AG2R Citroën qui est premier. Ce qui est plutôt cool, une équipe française qui est bien là. Devant EF Education Nippo à 5 minutes, Ineos 3e et la Movistar est 6e qui adore ce classement par équipe, mais on sait que sur le Tour de France, ça peut aller très très vite et que c'est quasiment illisible hein, ce classement par équipe, surtout quand il reste encore les Pyrénées à passer. Mais voilà, en tout cas, le petit point sur le classement que vous nous demandez. Il y avait juste une dernière question, Joseph, si je peux, en un Bien mot. sûr. Il y a Vas-y. quelqu'un qui demandait est-ce que vous avez des films ou des documentaires sur le cyclisme à recommander? Il n'y en a pas énormément. Les meilleurs que j'ai vus, honnêtement, c'est ceux sur Armstrong. Mais si vous ne connaissez pas trop bien l'histoire, parce que si vous la connaissez déjà très bien, généralement, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Et il y en a un que je cherche, c'est pour ça aussi que je voulais prendre cette question, parce que j'ai besoin d'aide. C'est le mode Inno 30 for 30. Exactement. Il Ouais, je s'appelle le cherche aussi. Slaying the Badger. Donc, si quelqu'un l'a, si quelqu'un a un lien, filez-le nous sur le Ouais, je suis Discord. très chaud, moi aussi. Moi, je suis grave intéressé. Taguez-moi, taguez Polo. Et voilà, ce serait un plaisir pour moi de pouvoir voir ce documentaire. Et puis, qui sait, après, on en parlera ensemble sur le Discord. Mais d'ailleurs, Ouais. les gars disent en rigolant la série Movistar. La série Movistar, pour le coup, est très cool. Oui, elle est pas mal. clairement. On a de super inside, les mecs parlent avec le cœur, c'est pas du tout Mais scripté. venez Non, sur pas avec Discord les et mettez cœurs. les liens. Pas avec le cœur, hein, il parle pas avec le cœur. Avec les couronnes. Quel accent espagnol de Joseph. Non, mais en vrai, faudrait que tous ceux qui ont des idées un peu, mettez les liens sur le Discord. Et comme ça, parce que même moi, je suis persuadé que ça me chaufferait. Là, je vois des trucs passer sur l'affaire Festina et tout. Je les connais pas, ces docus-là, donc j'aimerais bien les voir si vous avez les liens. Il y a un gros docu sur YouTube d'une heure sur l'affaire Festina, qui est très cool. Ah, ouais qui est génial. Qui est génial pour le Ouais, coup. je vais regarder Avec ça. notamment le médecin de la Festina, qui est un Belge et qui est plutôt rigolo, malgré comment il s'appelle ses faits d'armes. J'ai oublié son... Vote Ouais, un truc comme ça. Willy Vogt. Voilà. Et il explique vraiment de manière très claire comment ça se passait, etc. Et c'est hyper intéressant. Pour le coup, lui, il était vraiment chargé d'être sur le parcours et Est-ce il qu'on dit a le lien exactement comment ça se passait. Est-ce qu'on a le lien du Discord juste parce qu'il y a des gars qui Ouais, demandaient, mais ils j'envoie. atterrissent sur le First Team, je pense. Merde, non, attendez, c'est pas le Ah, bon lien que j'ai envoyé. Attendez, je l'envoie. Copier, hop, j'envoie. Et, Voilà, et c'est celui-là. évidemment sur Netflix. Et évidemment sur Netflix, il y a le reportage sur le reportage sur le dopage à l'EPO où le mec est amateur et Oui, veut se Icar. doper à l'EPO. C'est Icar, Ouais. voilà. J'allais dire Icar, mais c'était pas Icar, je sais. Icar, c'est autre chose. Mais Icar, I-C-A-R-E, c'est un documentaire absolument exceptionnel. C'est ça. De un, C'est parce pas que que ça du part. vélo, mais c'est C'est pas que incroyable. du vélo, mais à la base, c'est du vélo. C'est un amateur qui veut savoir comment on se dope. Donc, il fait appel à des médecins qui vont lui expliquer comment on se dope à l'EPO. Et il montre concrètement comment on se dope à l'EPO et au microdose pour éviter de se faire choper et savoir comment ça influe notamment sur les performances, notamment dans le milieu amateur. Ça part de là. Et ensuite, le documentaire devient complètement fou parce que ça va. Parce que un des médecins qui l'aide est un médecin russe qui a été chargé du laboratoire de Moscou. Et c'est ce même médecin qui a été au cœur de l'affaire et des révélations sur le dopage d'État russe. Donc, en fait, Le rapport en direct, McLaren. et voilà, le rapport McLaren, exactement. Donc, documentaire absolument incroyable parce que pendant qu'il le tourne, il se passe un fait Ouais. étatique et qui vraiment va amener à la suspension russe des Jeux Olympiques, ou en tout cas. Il y a plein de révélations. Il y a Punk suspension Brio qui dit du drapeau. Icar situe la place de la politique dans le sport mondial et clairement ce docu il va au-delà même du sport et du dopage, ça montre des trucs incroyables. Qui est complètement fou. Voilà pour le petit point documentaire qui était très très drôle. C'est l'heure de passer au quiz comme vous l'avez vu. Je l'ai mis aujourd'hui, les amis. 5 questions très simples, très très simples. Je vais vous donner des initiales, déjà 5 initiales au début, tout simplement, et vous allez devoir trouver. Bientôt, ils ont fait quoi les gars? C'est quel thème? C'est des initiales de coureurs qui sont en ce moment sur le Tour de France. Ok. Voilà, tout simplement.
Et après, on fera des qui suis-je. On en fera 2, c'est sûr, et un troisième que je vais inventer parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais j'ai pas envie d'en faire que 2 en fait. Donc voilà. Joseph, t'as vu l'heure, Joseph? Ouais, mais c'est bon, on joue les prolongations, c'est bientôt les Ouais, pénaltys, t'inquiète pas. je suis attendu après. Hein. Ouais, mais t'inquiète. Allez, c'est parti. Ça Et fout complètement de pas eu le temps. Si je me rends pas compte, il peut y en avoir 2, et si vous trouvez un deuxième, vous avez quand même un point. Première initiale. SY. Simon Yates. Ouais, Simon Yates. bien joué. Bien joué, bien joué. ET. Ouais, personne n'a un nom avec E. C'est un prénom avec eux. Ouais, un prénom avec E, personne n'a ça. C'est trouvé dans le chat. Ah, je l'ai vu passer en plus, j'ai regardé comme un con, désolé. Ah, voilà. Moi, j'ai pas vu, moi. Attends, j'ai pas vu. Je peux trouver une réponse, non? Vas-y. ET. Tuns, mais il est sur le tour, Tuns? Bah oui. Ah bah voilà, bah c'est lui alors. C'est vrai. Bah, bravo, Paul. Edward Tuns. Edward Tuns. Je l'aurais pas trouvé, je Exactement. l'avais oublié qu'il était sur le tour. Moi, Bah, moi j'avais oublié qu'il était sur le tour, mais je voyais pas d'autres mecs, donc je me suis dit, je vais Ouais, tenter. il est sur le tour, Edward Tuns. Avec la Trek, il a 2 points au classement par points, si vous voulez tout savoir. Il a fait deuxième du championnat de Belgique derrière Van Der Poel. Et devant Van Aert. Remco Evenepoel. Derrière Van Aert. Derrière Van Aert, pardon. Et devant Non, ça ne te Remco rapporte Evenepoel. pas de points, ça, Polo. Bah, ça devrait. Regardez-le, étalez sa science. PRL. Pierre-Luc Périchon, non. Pierre-Roger Latour. Ouais. Ah ouais, mais le Roger, t'es un escroc. Ah ouais, non, ça c'est pas fair play ça. DVP. Danny Van Poppel. Dylan Van Barle. Ah, c'est bon aussi. Non, ça marche pas. Moi, c'est Bah non, t'as dit DVP. P. Ah non, DVP, non. Ah c'est ouais, pas bon. Danny Van C'était Poppel. P. Ah, putain. Ah, mais tu Cher. prononces mal aussi. Ouais, Oh non, c'est non, ça. non, non, j'ai très bien compris. Regarde, il y a des Van Barle dans le chat, ils ont compris comme moi. Non, non, il y a des Van Poppel aussi. Oui, aussi, parce qu'on pouvait comprendre les deux. Force pas à faire un sondage. Espèce de patard. Va. Alors. AP. Anthony Pérez. Exactement. J'allais dire Aurélien Paré Peintre. Ah, ça marchait? Non, non, c'est tiré par les Allez, cheveux. encore deux. LH. Lucas Hamilton. Ah, Tout à ça fait, allait ça fait vite. 3 partout. Ça allait vite. Un dernier. BVM. Brett Van Moor. Ouais. Brett Van Moor, exactement. Bravo, bravo, tu vas vite, hein. Félicitations. Ouais, j'essaye. C'est rapide, petite personne. Ça va grave vite. T'as la liste sous les fait- yeux ou quoi? Ah non. Ça fait 4-3. Même avec la liste, je pense qu'il sort pas si Ouais, vite. Le temps de chercher. C'est clair. Et ça, il y en a, ils sont chauds hein, dans le chat. Hein. Vico, notamment, et Bilal, vous l'avez trouvé assez rapidement, notamment le Van Moor. Qui suis-je? Ok. J'ai été champion du monde junior en Afrique du Sud. J'ai démarré ma carrière chez la Lamprey. Moritz? Moritz, ouais. Peut-être, mais c'est pas lui. En tout cas, il n'a pas été champion du monde junior en Afrique du Sud. J'ai fait 3e du Tour de l'Avenir. En 2013, j'ai été arrêté plusieurs mois car je ressentais fréquemment des vertiges. Après plusieurs check-ups, aucun problème au cœur, je peux relancer ma carrière. J'ai terminé 17e de la Vuelta 2020. J'ai fait top 5 aujourd'hui sur l'étape. Franco Lamour? Non. Je suis italien. Colbrelli? Non. Cataneo? Exactement, Mattia Cataneo. Et tu l'as trouvé exactement au même moment que Derit, qui n'avait pas encore l'info comme quoi il avait terminé dans le top 5 aujourd'hui de l'étape. Donc vous avez été très chaud. Non, il y a Far Non. Island. Hein. Ah Island, oui, tu vois, Far Island, je t'avais pas vu. Il l'a désolé, trouvé, mon pote. trouvé très tôt, visiblement. Et il l'a trouvé très Ouais, je pense tôt. qu'il l'a Hein. avant moi, ouais. Il l'a trouvé à mon avis quand j'ai dit 3e du Tour de l'Avenir. Donc bravo Far Island. Allez, du coup, ça fait c'est Robin qui le trouve. Hop, ça fait 2 points. Allez, un dernier qui suis-je? Je l'ai écrit comme ça, il est propre. Et ça Bravo. finit pas mal. Et donc, il y a 6-3. Donc, le dernier qui suis-je vaut 4 points. 6-3 pour moi? Ouais, oui.
Si 6-3 pour C'était Polo, juste on ouais. va dire. Je suis 20% Inuit. J'ai déjà fait top 10 du Tour de France et 3 top 10 de la Vuelta. Taramae? Une pièce. Ni l'un ni l'autre. J'ai fait une grande partie de ma carrière chez la Garmin. J'ai été suspendu 4 ans pour dopage. Van de Velde? Non. Euh, Je Tom suis Danielson. américain, Tom Danielson. Bravo. Exactement. Et pareil, Fireland qui l'a trouvé en même temps que toi, Ah, très tôt, ouais. donc avant toi. Et bravo Fireland, tu as été très chaud aujourd'hui. Et bravo Robin. Effectivement, Ouais, tu bravo. gagnes ce quiz. Ça fait donc 3-2. 3-2 sur les quiz Ouais, ça fait où j'ai 3-2. été présent. Ça fait 3-2, ouais. Bien, bien, bien. Bah, tant mieux qu'on compte pas quand t'es pas là parce que je me suis fait froisser hier. Ouais, C'est hier, vrai il y a Et t'as joué face au contre chat, Polo Non, Non. contre le chat. Ah bah Ouais, du coup. Ouais, c'est Polo. Polo, il posait les questions et puis il donnait les réponses. Il m'a froissé. Mais attends, mais du coup, tu avais perdu aussi. Non, tu avais perdu aussi contre le chat quand. Non, il y avait quelqu'un qui avait. Ah oui, c'est vrai, j'avais perdu, t'as raison. Donc ça fait que quand un de nous trois n'est pas là, tu as perdu 2 fois contre le chat. Donc on peut mettre 2 points pour le chat, je pense. Ils sont 500 à jouer contre moi. Ouais, Ouais, mais c'est pas faux. grave, c'est le jeu. Ils ont 15 c'est secondes de retard sur toi aussi. Hein. Ouais, c'est Donc vrai. je mets 2 points pour le chat. Ouais, ça fait kiffer. C'est lourd aussi de faire jouer le chat. Bon, Merci. voilà, c'est la fin de cette émission, les amis. Du coup, passez une belle journée. Reposez-vous bien demain. Et puis, nous, on se retrouve du coup après-demain. Le Discord de Roue Libre est toujours en activité si demain ça vous manque. Et on parle un peu sur le Discord comme d'habitude. Merci Robin, Et merci Polo. taguez-moi avec vos liens de documentaires ou les noms de documentaires et tout, ça m'intéresse de ouf. Allez, foutre ça sur Discord. Il a raison, Robin. Voilà. Faites ça pour Robin, faites ça pour Polo, les amis. Ils en ont besoin pour demain et notamment pour passer le temps. Les copains, ciao. On se retrouve après-demain, les rollers. Gros bisous à tous et merci encore d'avoir été si nombreux sur ce live. On se retrouve dans 2 jours, 19h, 20h comme d'habitude pour la quotidienne. On se régale. Bisous, ciao, ciao. Salut les gars.